Le sentier forestier qui mène à la Bertonie débouche sur une clairière en pente, puis redescend vers un autre chemin qui conduit à une ferme portant le nom de Piche-Chèvre. Les habitants de la région prononcent Piche-Sèvre. Ça m'a toujours amusé. La maison dans le creux, comme disent aussi les autochtones de la Bertonie, est particulièrement froide et sombre. Elle a été achetée environ 10 ans auparavant par un Anglais alcoolique qui élève des chèvres et qui a très mauvaise réputation auprès des habitants du coin, en particulier ceux du village. On l'accuse de toutes sortes de choses, d'avoir érigé une barrière au milieu du chemin communal qui passe dans sa maison, d'avoir tiré à la carabine sur des chasseurs qui traquaient le cerf, d'avoir mis le feu au champ en été. En cette occasion, il avait fallu appeler les pompiers. Toute une histoire. Il avait dessoulé à la gendarmerie avant d'être envoyé chez sa femme et sa fille, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui ne sortait pas de sa ferme dans le creux. Moi-même, je ne leur avais jamais parlé. Je les avais vus de très loin, quand je me promenais dans les bois, ou quand je courais pour m'entraîner à l'époque où je jouais encore au rugby à Thiville. Anglophile et écrivain de romans noirs, Louis Sanders vit en Dordogne. Marié à une Anglaise, il est l'auteur de 4 romans et d'une pléiade de traductions. Avec Février en 1999, Comme des hommes en 2000 et Passe-temps pour les âmes ignobles en 2002, Sanders nous en trouve les portes grinçantes de la petite communauté anglaise du Périgord, sorte de diaspora volontaire dans un monde rural où ils reconstruisent une Angleterre à la hauteur de leurs rêves ou de leurs peurs. Je crois même que les Anglais, quand ils viennent ici, se créent une image qu'ils aimeraient avoir, mais qui ne pourraient pas se créer en Angleterre. Donc ils marchent par cliché. Ce que je trouve moi assez intéressant, parce qu'on m'a souvent reproché de mettre trop de clichés dans ce que j'écrivais. Mais d'abord, les gens sont des caricatures d'eux-mêmes à 95% du temps, de toute manière. Et d'autre part, à partir du moment où on s'invente une identité, on est obligé de le faire à partir d'un cliché. Un type qui veut être, qui a rêvé toute sa vie d'être professeur d'université, il arrive ici et il a quitté l'école à 14 ans. Il peut dire qu'il est professeur d'université, mais il va être obligé de jouer le jeu en fonction de l'image qu'on va lui donner du professeur d'université dans une dramatique de la BBC, par exemple. Ou alors le type qui est d'un milieu humble et qui décide qu'il va devenir un lord quand il arrive en Dordogne. La vie du lord, il ne la connaît que par une représentation et donc que par une série de clichés. Alors, il y a des grandes dames qui essayent de s'imaginer que Gainsborough a peint leur portrait, et on se demande parfois si elles n'étaient pas plutôt stripteaseuses dans le East End avant de devenir des grandes dames. Un type qui n'aura jamais eu aucune aventure, mais qui veut raconter qu'il est un vétéran des Falklands, par exemple. Même chose. Il va être obligé de lire des comptes rendus. Évidemment, si le type qui descend d'Élisabeth, la grande Élisabeth d'Angleterre, vous prend de très haut parce que vous ne descendez pas, là évidemment, c'est beaucoup moins. Les gens sont beaucoup moins prêts à pardonner ce genre de délire. Donc, les gens fonctionnent à partir de clichés. On ne peut pas fonctionner à partir d'autre chose quand on s'invente une identité. Moi, je trouve que ça ajoute une sorte de dimension poétique, presque, à la vie ici. Cela dit, en guise de précaution, tout le monde n'est pas comme ça. Ça, c'est les cas les plus spectaculaires. Et comme j'ai des livres à écrire, c'est ceux qui m'intéressent le plus, évidemment. Donc, ils sont complètement enfermés dans leurs mensonges. Ils deviennent prisonniers de leurs mensonges. C'est ce qui m'intéressait, par exemple, dans mon deuxième roman, c'est ça. C'est quelqu'un qui invente un mensonge, qui devient prisonnier de son mensonge. Et ça m'intéresse, sauf que dans le roman, lui, il n'y croit pas à son mensonge. Les gens qui viennent s'inventer une nouvelle identité finissent par y croire. Et ça, c'est toujours assez intéressant parce qu'on est à la limite de la folie. Il fit 3 pas. L'animal lui échappa, jouant toujours. À ce moment, il saisit la masse à manche de bois. Il la leva. Ce n'était que pour menacer le chien, songera-t-il plus tard. Puis, ne sachant plus ce qu'il faisait, il l'abattit sur le front de l'animal. Il entendit un cri étranglé. Le chien agitait ses pattes et se tordait avec des mouvements convulsifs. Il frappa à nouveau, un bruit sourd. C'était le crâne long et fin du setter qui venait de craquer. Puis, pris de frénésie, John donna encore 2 coups. Quand il s'arrêta, la tête du chien a disparu. Il n'en restait plus qu'une bouillie rouge parsemée de poils blancs et gris bleutés. Il laissa tomber la masse à ses pieds et regarda le cadavre de son chien. Puis au bout de quelques secondes, pendant lesquelles il essayait peut-être de se remémorer ce qu'il venait de faire,
Il alla vomir dans le coin de la grange. Sans trouver la force de remonter, il s'assit par terre sur la paille décomposée, en poussière, mélangée au crottin de cheval, à quelques mètres à peine du setter sans tête. Et il se mit à sangloter pour la deuxième fois de la journée, aussi silencieusement que possible. Mais on m'a raconté beaucoup d'histoires. Par exemple, une des histoires que j'ai racontées dans Février m'a été racontée comme une histoire vraie. C'est l'histoire de cette juive qui était avec ses filles dans la campagne. Le mari était dans la résistance, dans le maquis, comme ils disent ici. Et on les prévient que les Allemands vont venir les ramasser parce qu'elles ont été dénoncées comme juives. Donc la mère a fait déshabiller ses filles, elle a pris une poignée d'ortie, et elle a commencé à les fouetter de toutes ses forces, ce qui fait qu'elles sont devenues toutes rouges, avec des petits points blancs partout sur le corps. Et quand les Allemands sont arrivés, la mère a dit, vous pouvez nous emmener si vous voulez, mais vous voyez, nous, on est malades et c'est contagieux. Et ils sont repartis. Et par contre, le mari, lui, s'est fait tuer dans le maquis. On dit qu'à Villars, par exemple, ici, dans la commune, la libération a été terrible. Et que ça a pourri un peu l'atmosphère du village pendant des années. On dit aussi un peu n'importe quoi. Parce que, par exemple, on me parlait d'une famille qui vivait ici. On disait ils ne sont pas aimés dans le village parce qu'ils ont dénoncé les Juifs pendant la guerre. Or, ils sont arrivés en 1954. J'ai jamais été chasseur de fauves ou danseur de tango ou rien de tout ça, malheureusement. Je suis né à Paris en 63 et j'ai grandi en fait à Pigalle et à Montmartre, qui étaient des quartiers que j'aimais beaucoup, d'ailleurs. Après, j'ai fait des études tout à fait banales, une fois de plus. Ma mère m'a appris l'anglais très jeune. J'allais très souvent en Angleterre, c'était très encouragé. Et puis finalement, j'ai même décidé de finir mes études en Angleterre. J'ai fait une maîtrise d'anglais à la Sorbonne. Et après ça, j'ai voulu faire une thèse à Cambridge. D'abord, j'ai vécu un an en Écosse, à Saint-Andrews. J'ai beaucoup aimé l'Écosse. Et de là, j'ai fait ce dont je rêvais depuis un moment. Je vais faire une thèse à Cambridge sur la conversion au catholicisme chez les écrivains anglais entre 1890 et 1945. Après quoi, j'en ai fait un bouquin qui est paru chez Lattès en 95, je crois, qui s'appelait La plaisanterie métaphysique. C'était alors sous mon vrai nom, Élie Robert-Nicou. J'ai bossé chez Payot comme éditeur, je faisais de la littérature étrangère. J'ai bossé aussi chez Ramsay, enfin j'ai un peu dans l'édition, c'était souvent assez drôle. Et finalement, c'est chez Payot que j'ai rencontré François Guérif et que j'ai un peu découvert le polar que je connaissais assez mal. J'avais lu Chandler, 2-3 trucs de Chester Himes. Et en fait, au contact de François Guérif, j'ai découvert le polar, etc. Ça m'a beaucoup plu. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé Agatha Christie. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est une fatwa sur Agatha Christie dans le milieu du polar. Et puis Simon, et partant de là, après beaucoup évidemment les Américains, les Anglais, etc. J'ai rencontré ma femme en Angleterre. Un jour, en fait, j'en avais marre de vivre en Angleterre, après pratiquement 8 ans, et j'avais envie d'aller ailleurs, comme beaucoup de gens. Moi, je voulais vivre en Grèce et jouer à Laurence Durel, par exemple, mais ma femme ne voulait pas. Un ami m'a conseillé d'aller voir dans le Périgord en me disant que ça me plairait beaucoup. Ce que j'ai fait, et il avait raison. Donc on a loué une maison, on avait 24 heures pour le faire, on s'est installé ici et puis on n'est plus reparti. Mon père était peintre, ma mère était écrivain, donc je crois qu'en fait de leur vivant ça aurait été très difficile pour moi de faire du sous-genre parce qu'ils avaient des aspirations très hautes, très élevées, highbrow comme on dit en anglais. Et moi, enfant par exemple, je lisais des bandes dessinées, mais je lisais assez peu de romans d'aventure, de romans policiers, de choses comme ça. C'est arrivé à la trentaine quand j'ai commencé à découvrir tout ça, avec un immense plaisir d'ailleurs. Mais avant, je lisais surtout de la littérature classique, de la littérature du 19e,
que je continue à aimer énormément, parce que je trouve que le roman victorien comme fondement du roman policier, c'est essentiel. Pour moi, des plus grands romans policiers que j'ai lus, c'est L'ami commun de Dickens. Dickens un peu oublié du public, mais qui est absolument magnifique et qui a tous les ingrédients du roman noir. J'avais le modèle de ma mère que je voulais suivre. Donc j'avais fait des tas de tentatives pour écrire tout un tas de trucs, espérant que j'allais devenir sans doute Samuel Beckett ou un truc du genre. Et puis finalement, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Alors à partir de ce moment-là, j'ai voulu écrire comme un jeu. Pour moi, c'est devenu un jeu. Essayer de manipuler le lecteur et me servir de mon environnement immédiat qui, à mon avis, s'y prêtait bien. Entre le paysage, les personnages, les gens, etc. Je pensais qu'il y avait la matière à faire quelque chose. Surtout que moi, je milite pas, je n'ai pas de message à donner, j'ai pas de mission quand j'écris un roman policier, si ce n'est d'être un amuseur. Ce que j'aimerais pouvoir, c'est faire ce que font beaucoup d'auteurs, par exemple avoir une autre identité, comme, toute proportion gardée, comme Ed McBain fait son 87e district sous le nom d'Ed McBain. Quand tu veux faire autre chose, c'est Evan Hunter. Ça, je trouve ça assez tentant. C'est très difficile professionnellement parce que ça consiste à repartir à zéro, en fait. De se trouver une nouvelle identité, un nouveau nom, etc. Mais ça me tenterait assez. Pour la saga, je voulais avoir la paix d'une part, ça a été raté, parce que je voulais pouvoir parler de mes voisins et de tout le monde sans qu'on sache que ce soit moi, mais alors la nouvelle s'est répandue évidemment tout de suite. Et d'autre part, pour moi, il était extrêmement important d'être traduit en anglais. C'était un des buts que je m'étais fixé quand j'ai commencé à écrire. Et je connais un peu le public anglais et le marché anglais. Je savais qu'avec un nom comme Robert Nicou, il ne fallait même pas espérer que ça marche et tout ça. Alors qu'avec un nom qui passe un peu partout, Sanders, qui peut faire belge, qui peut faire tout ce qu'on veut, ça allait. Et en plus, le nom Sanders m'a été soufflé quand je regardais Winnie l'ourson. J'adore les ouvrages de Milne, comme je disais, et c'est marqué sur sa maison, Monsieur Sanders. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal comme pseudonyme. Les 3 romans policiers ont été traduits par le même éditeur, Serpenstein, et ça a plutôt pas mal marché. J'ai eu de la presse, j'ai eu même des articles aux États-Unis dans le New York Times, et pour moi c'était extrêmement important de réussir ça. Et maintenant, je serais très tenté, moi, d'écrire en anglais. Ce qui serait intéressant, c'est que si j'arrive à écrire en anglais, là, paradoxalement, je pourrais me libérer du cadre de la Dordogne et en fait écrire d'autres choses, si ça marche en Angleterre. Sue Brimington Smythe se tenait devant la fenêtre de la cuisine, la tête rejetée en arrière, une main sur la hanche et de l'autre, elle lissait ses cheveux noirs. Elle poussa un soupir en regardant la pluie tomber, puis comme si elle se souvenait soudainement d'avoir une tâche à finir, elle se dirigea vers le mur où était accroché un tire-bouchon en forme de poisson. Elle ouvrit le réfrigérateur, hésita entre 2 bouteilles de vin blanc et choisit le Sylvaner, ayant trop bu de Bergerac la veille. Elle avait vendu le bar-restaurant doublé d'une école de peinture qu'elle avait longtemps tenue à Saint-Jory, et il lui tardait de voir la fin des travaux dans la nouvelle maison pour reprendre la ronde des invitations frénétiques, où tous les Anglais de la région se rencontraient, se parlaient et se saoulaient. L'échantillonnage des invités était impressionnant, et dans le monde des expatriés de la Dordogne, fussent-ils exilés à plein temps, à mi-temps ou occasionnellement, Sue Brimington Smythe jouait un peu le rôle de Burke's Peerage, un bottin mondain vivant, moins exclusif que ce respectable ouvrage, mais chaque déjeuner, chaque dîner, chaque soirée était comme une page qui se lisait dans un total désordre, alphabétique ou autre. L'avancement des travaux entrepris par Joshua avait permis de retrouver un début de vie festive, mais le tas de gravier devant la grange, le toit défoncé de la bergerie et l'absence de carrelage dans l'entrée interdisaient d'inviter certains amis ou connaissances qu'on aurait souhaité revoir. Là, pour moi, c'est l'exemple même du rêve anglais en Dordogne réussi. Parce que je trouve que c'est immédiatement reconnaissable comme anglais, cet environnement.
Et à mon avis, c'est dû au jardinage, à la qualité du jardin, à l'organisation du paysage, etc. Au choix de la maison, qui est un peu comme un cottage. Et alors ici on est en Angleterre, et si on regarde là-bas, vers le village, on est chez Charles Trenet. C'est 12 France, etc. etc. Et je trouve le contraste assez intéressant. En fait, Kate, là, pourrait parfaitement être un de mes personnages. La question de l'intégration ne se pose pas tellement. En tout cas, certainement pas comme dans les quartiers de Marseille, du nord de Marseille. Ici, de toute manière, la mentalité en Dordogne est telle que quand on vient d'un village à 15 km, on est l'étranger. Donc qu'on vienne d'Édimbourg, de Johannesburg, de Londres ou de Saint-Crépin-de-Richemont, quand on est ici, c'est à peu près la même chose. Mais le froid de l'hiver, la solitude permet aux gens ici de se rendre compte de leur situation. Et quand elle est catastrophique, elle permet de se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Et c'est un peu ce qui se passe dans Comme des hommes et dans Février. Et aussi, il y a un autre thème qui transparaît à travers l'hiver, c'est l'ennui. C'est un peu le thème du premier roman. Le type s'ennuie, c'est l'hiver, il ne se passe rien. Un voisin est mort et il se met presque à espérer que c'est un crime, pour qu'il se passe enfin quelque chose, pour l'exciter un peu, pour éveiller une fois de plus son voyeurisme. Alors les Anglais de la Dordogne se retrouvent dans leurs clubs informels pour faire toutes sortes de choses et surtout pas grand-chose en buvant. Dès que 6 heures ont sonné, de grandes quantités de toutes sortes de choses alcoolisées. Quand j'écris une nouvelle, bon, bien évidemment, je sais où je vais aller. Quand j'ai écrit Comme des hommes, je ne le savais pas forcément. Moi, il y a une technique que j'admire beaucoup, façon Agatha Christie, où il y a un canevas extrêmement bien fait, et où on joue avec le lecteur, et le lecteur est pris. L'autre façon, c'est par exemple Patricia Highsmith. Il y en a un qui s'appelle en anglais The Blunderer, je crois en français c'est le meurtrier, où c'est une succession de mésaventures. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Comme des hommes. Un type raconte un mensonge, donc pour ne pas être pris, il en raconte un autre, puis il est pris par le deuxième mensonge, donc il va en créer un troisième, et tout s'enchaîne, et tout va vers la catastrophe. Alors ça c'est assez amusant, parce qu'on est porté par l'enchaînement des malheurs du personnage. Et on se met dans le personnage, évidemment. C'est peut-être ça que je préfère écrire. Parce que c'est beaucoup plus drôle comme jeu. Pour le troisième, Passant pour les âmes ignobles, j'avais un canevas beaucoup plus précis. Je savais où j'allais. Et je dois dire que le livre est mieux construit que le deuxième. Pour le troisième, j'ai essayé d'avoir des coupes, comme des coupes de cinéma. Cut, on passe à une autre scène, puis on reprend. Cinéma et peut-être même plus télévision encore que cinéma. C'est-à-dire qu'on interrompt une scène à un moment crucial, on passe à une autre scène qu'on interrompt à un moment crucial et on reprend la première scène. Et on progresse comme ça. Ça aussi c'est assez amusant à faire parce qu'on manipule le lecteur. Et bon, le roman policier, ça consiste quand même essentiellement à ça. Le premier a un côté quand même beaucoup plus anthropologique. Alors les gens qui vivent ici préfèrent le premier. Parce que c'est celui qui est le plus ancré dans le territoire de la Dordogne. Le deuxième, il est très personnel, très psychologique et très sombre. Donc par exemple, c'est pas adaptable pour la télévision, parce qu'on ne peut pas suivre à la télévision un homme dans sa folie et l'accompagner comme ça. Et le troisième est sans doute celui qui est le plus cinématographique et le mieux construit, à mon avis. C'est celui qui a eu le plus de succès, d'ailleurs. Je ne sais pas si je devrais le dire. Celui que je préfère, parce qu'il m'est le plus proche, c'est le deuxième. Celui qui en a peut-être eu le moins, d'ailleurs, de succès. Il y a un grand débat autour du roman policier. Est-ce que le roman policier est une lecture à part entière? Est-ce que le roman policier est un roman vulgaire? Ou non, pas du tout. À vrai dire, moi, je m'en fous un peu.
C'est pas un problème, j'ai pas besoin de justification ou de réhabilitation. J'aime bien écrire des histoires, même si c'est des histoires vulgaires ou romans populaires. Je sais très bien que j'écris pas comme Proust, et ça ne me pose pas de problème. Même tout l'aspect social, si je veux m'amuser à être un peu polémique, tout l'aspect social du roman policier, le roman policier dénonce, montre et tout. En général, ça consiste à prêcher à des convertis, à mon avis, où c'est un peu comme si un propriétaire de pipe show venait vous dire, moi ce qui m'intéresse c'est le nu, c'est l'expression corporelle, etc. Pour moi, le roman policier c'est un peu comme du pipe show. On attire les gens pour leur montrer quelque chose d'un peu sordide, d'un peu dégueulasse, mais qui va quand même les exciter, et on va les manipuler, les frustrer, les entraîner, etc. C'est ça l'essentiel. Après, le message social, c'est seulement si on a vraiment besoin de se justifier d'être une danseuse de pipe show. Quant au lecteur, si je devais faire une comparaison, je dirais qu'un lecteur de roman policier, c'est le même principe que le type qui ralentit sur l'autoroute parce qu'il y a un accident sur le bord de la route. On se dit pourvu que ça n'arrive pas qu'à moi, que ça n'arrive pas à moi. Il y a du sang partout, il y a des flics partout, il y a des morts. Et finalement, on a une scène qui ressemble assez à ce qui fait l'essentiel du roman policier. Et on se complaît dans une sorte de voyeurisme un peu dégueulasse, une fois de plus. Mais c'est comme ça, ça ne me pose pas de problème. Peut-être que ça devrait, je ne sais pas. Enfin, pour moi, le roman policier, c'est essentiellement ça. On est là chez Mimi, c'est mon café préféré en Dordogne. Malheureusement, nous apprenons aujourd'hui que c'est la fermeture définitive, comme c'est marqué sur la fenêtre, et c'est quelque chose qui me rend très triste. Il y a quelques autres cafés, mais aucun ne valait celui-ci. J'ai découvert grâce à mon ami Maquignon qui m'a amené là. Il n'y avait que des agriculteurs qui fréquentaient, et comme me l'a dit Mimi elle-même, parfois Monsieur le curé. J'aime particulièrement cet endroit parce qu'il me rappelle le 18e arrondissement de Paris et Montmartre tel que je l'ai connu. Il y avait énormément de cafés comme ça à Montmartre. Les cafés ont fermé, hélas, comme celui-ci. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que Mimi est originaire du 18e arrondissement. Donc tout cela était parfaitement cohérent. Et ça faisait combien de temps qu'il était ouvert alors le café ici? Depuis une quarantaine d'années. Et toujours la même clientèle. Nos anciens reviennent quand même. Malgré que ce soit fermé, ils reviennent quand même, la preuve. Voilà. Il y a toujours des petites paroissiennes. Les petites paroissiennes? Oui, qui viennent pratiquement tous les jours, puisqu'il dit une messe tous les jours. Ici à À Saint-Pierre? Saint-Pierre. Vous y allez, vous? Rarement. Je m'occupe assez de l'église comme ça, c'est déjà pas mal. Je sonne quand il y a des décès, quand il a besoin de moi, je lui aide, mais enfin sans plus. Ça, il le sait, de toute façon. Des autres endroits comme ici, il n'y en a plus. Oh, un peu à Saint-Jean et encore, c'est pas. Non, c'est pas pareil. C'est pas ça non plus. Non. Hein. Et vous disiez, il y avait 40 cafés à Thiviers dans le temps, c'est ça? Dans le temps, oui, puis maintenant sur la mer, on les compte. Et ça vous manque le 18e arrondissement? Ah bon, ça oui. Bah, très dur à m'y habituer à Saint-Pierre, surtout la mentalité. Maintenant, je vous dirais que peut-être je ne m'y ferai plus à Paris non plus. Non, ça a changé. Fort possible, hein. Avec Ouais. tout ce qu'on entend dire qui se passe, un peu dur peut-être. Enfin, faut pas avoir de regrets. Non. Non, c'est pas mal ici. Un de mes grands regrets, c'est de n'avoir jamais été éleveur. C'est un de mes fantasmes, j'aurais voulu être éleveur. Et j'ai rencontré beaucoup de paysans
depuis que je suis ici, alors que c'est pas du tout mon milieu. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et comme c'est pas mon milieu, j'ai un peu tendance à me méfier de ce que j'écris, parce que justement, on parlait des clichés tout à l'heure. Alors là, il y a des clichés que je veux éviter. Même si parfois j'ai rencontré des paysans qui me la jouaient, vieux paysans roublards, etc., qui eux aussi recopiaient un cliché d'eux-mêmes qu'ils avaient vu quelque part. Mais cela dit, comme c'est pas mon milieu et comme je me méfie de mon ignorance à ce sujet, quand je fais des scènes avec des paysans, et surtout des scènes de groupe, je fais en sorte que ce soit toujours des choses que j'ai vues. Après, la psychologie de chaque individu, on a une plus grande liberté. Mais tout ce qui est dans la sociabilité, les rapports entre les gens, je fais en sorte d'avoir été là. Et j'avais un ami maquignon qui m'était très cher, avec lequel qui me servait d'introduction. Je pouvais rentrer dans ces milieux et observer un peu comme un voyeur d'ailleurs, tout en restant en retrait. Et c'était un monde que je trouvais passionnant. Les gens se taisent. C'est un étrange mélange parce que les gens se taisent et parlent beaucoup. Et avec les amis paysans que je me suis fait, surtout d'un certain âge, j'étais l'occasion de pouvoir répéter des histoires que tout le monde connaît. Parce que les autres ont marre de les entendre. Alors que moi, j'étais tout oui, pour plusieurs raisons, et j'ai pu m'en resservir. Entre eux, ils avaient appelé cet endroit le lac, et comme les animaux dans la jungle ou la steppe autour du point d'eau, les Anglais, les Français, les Hollandais et les Allemands se succédaient à des heures différentes autour de l'étang de Saint-Saul. Le soir et la nuit appartenaient aux Anglais. Si toutefois des Français, des Allemands ou des Hollandais s'attardaient ou se croisaient, ils avaient tendance à rester à distance respectueuse, à peine s'ils s'observaient de loin. À cette époque, les abords du lac n'avaient pas encore été aménagés. Il n'y avait pas de sable sur le pourtour pour imiter une plage, pas de douche, pas de drapeau interdisant la baignade ici et là, à telle ou telle heure. En bordure du pré qui menait au lac et à la forêt, étaient alignées des voitures immatriculées en Grande-Bretagne ou en Dordogne, mais souvent avec le volant à droite. On traversait de hautes herbes, on arrivait dans le bois, et c'était là qu'on découvrait l'assemblée. Alors que le soleil se couchait en diffusant une lumière dorée reflétée par l'eau sombre du lac, il commençait à allumer les bougies sur des candélabres en vieil argent qui devaient éclairer le pique-nique. Les couverts aussi étaient en argent, et les assiettes, bien que dépareillées, en porcelaine, posées sur des nappes en tartan qui recouvraient des tables de bois à moitié pourries par la pluie et dont les pieds s'enfonçaient profondément dans la terre. Généralement, on arrivait entre 7h30 et 8h pour se baigner, et le repas commençait vers 9h. Les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes du deuxième roman, Comme des hommes, qui se passent ici, parce que c'était, à l'époque, un endroit idyllique. Là, il y avait des arbres partout, il n'y avait pas de panneaux comme ça, baignade surveillée, baignade interdite, il n'y avait pas de toilettes. Tout ressemblait un peu à l'autre rive derrière, c'était extrêmement sauvage. Et c'était là que les Anglais se retrouvaient le soir, en été, vers 9h, 9h30. Alors ils amenaient leur vieille argenterie, les candélabres, etc. Tous ces gens un peu déclassés. Et ils amenaient à boire, beaucoup, à manger aussi. Et il y avait des grandes tables comme ça sur les bords du lac où les gens se retrouvaient. Il y avait des enfants qui couraient partout, qui se baignaient, des gens nageaient, etc. C'était idyllique. Avant, il y avait une guinguette absolument magnifique qui me donnait, moi, l'impression, sans doute fausse, mais d'être en Louisiane. Je suis sûr qu'un natif de la Louisiane n'aurait pas eu la même impression, mais c'est pas très important. Ce qui comptait, c'est que moi, j'en ai l'impression. Et alors, ils vendaient des écrevisses, etc. Tout le monde allait à la guinguette. Et tout ça, ça a malheureusement disparu. Cela dit, en hiver, le lac garde son charme un peu sinistre. Donc tout n'est pas perdu. Mais c'est, après la disparition de Mimi, une des autres choses qui m'attriste. Ce qui m'intéresse d'écrire sur la Dordogne, c'est aussi, dans le fait d'écrire sur la Dordogne, c'est d'écrire sur un monde qui meurt. Et j'ai connu beaucoup de mondes qui sont morts, finalement, dans un temps relativement restreint, par exemple le monde de Montmartre, le monde des agriculteurs, des maquignons,
le monde des petits agriculteurs de la Dordogne. Et même par exemple quand j'étais à Cambridge, j'avais le sentiment d'être le témoin d'un monde qui était en train de mourir. Quand j'allais au bal et que tout le monde était en smoking et toutes les filles étaient en robe de bal, etc., dans un registre alors tout à fait différent, c'était absolument magnifique et j'avais quand même le sentiment que je voyais l'agonie d'un monde. Et pour l'anecdote, People, c'est ici qu'est mort Lindsay Anderson, le metteur en scène de If, des Sporting Life, Oh Lucky Man et tout ça, qui a fait le dernier film avec Lillian Gish et Bette Davis, est mort en sortant de ce lac. À l'époque où tous ces Anglais, à cette époque que j'ai connue, où tous ces Anglais venaient se regrouper là et faire leur pique-nique d'un autre âge. On avait l'impression d'être un peu dans une illustration d'Arthur Rackham. Voilà, et tout cela est parti. Il s'était présenté en avance pour trouver une place à l'abri, en quelque sorte. Pour les horaires de la messe, il s'était finalement adressé à la mercière. Il avait vu dans son apparence quelque chose de particulièrement catholique qu'il aurait eu du mal à définir, mais il ne s'était pas trompé. Peut-être était-ce à force de vivre au milieu de tous ces Français qu'il avait acquis ses réflexes anthropologiques. Ça aussi, c'était la Dordogne. On venait s'enfouir au milieu des arbres, au détour d'une route sinueuse, pour finalement toujours tomber sur quelqu'un qui revenait d'Angleterre et du passé.